Le propriétaire qui emmène son locataire devant le tribunal, c'est principalement pour des questions d'impayés, parce que le locataire lui a pas payé son loyer. Quand t'as pas de nouvelles de ton locataire, t'engages une procédure, toi tu rentres dans le logement, et t'as pas de nouvelles de ton locataire, c'est parce qu'en fait, le locataire, ça fait 6 mois qu'il est mort dans le logement, par exemple. On aime bien faire peur aux gens, donc effectivement, c'est mieux de faire un gros titre en disant 1er janvier 2025, interdiction de location, fin de l'immobilier, etc. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi ne pas trop fermer le robinet, et je trouve qu'on a trop de restrictions. Je dis pas qu'il n'en faut pas, je dis simplement qu'il faut qu'elles soient mesurées. Quand t'as les diagnostiqueurs qui disent, oui, il faut mettre une pompe à chaleur RR. Quand t'es au dernier étage de l'immeuble, installer ta pompe à chaleur RR, sachant qu'il te faut l'autorisation de la copro, des fois de l'ABF, c'est mission impossible. Pourquoi on a créé Calimo, c'est que moi, avec mes investissements, je cherchais un logiciel pour pouvoir les gérer. J'en ai essayé 1, 2, 3, 4, 5, 36 000, et il y en a aucun qui m'allait, parce qu'il y avait toujours un truc qui allait pas. Il y a 1 an qu'on a mis notre version bêta sur le marché, Calimo, c'était 15, 20 utilisateurs. Aujourd'hui, on en a plus de 3000. C'est plus de 1 400 000 € de loyers qui sont gérés tous les mois. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Grenier. Je suis en présence de Nicolas, Nicolas de chez Calimo. Alors c'est l'un des cofondateurs de Calimo. Alors du coup je vais faire quand même une intro. Nicolas, je le connais de loin et maintenant un peu plus de près. Pourquoi ? Parce qu'il est coach chez dans la Green Ball Academy, donc dont je suis membre. Et surtout, on va y venir, mais ça va pas être ça va pas être de suite le sujet qu'on va venir évoquer. Mais c'est qu'en fait, Nicolas a un parcours un peu que je dirais chronologiquement très intéressant on va dire, huissier de justice. Alors je crois qu'on les appelle plus comme ça. Alors reprends-moi. Je sais plus qui. C'est peut-être toi ou quelqu'un d'autre qui m'a dit, mais on vous appelle plus huissier. Tu veux nous dire si tu l'es ou pas. Ton parcours un petit peu d'investisseur, si tu évoquer ce que tu as évoqué. Parcours de coach un peu, te raconter l'envers du décor un peu de la Green Bull, et surtout parler de Calimo. Alors là c'est marketé, targeté, il y a des leads et tout, c'est trop beau. Mais j'essaie de parler de Calimo parce qu'en fait le pain un peu que ce que beaucoup de gens ont dans l'investissement locatif, c'est cool de chercher, de faire les travaux. Ça c'est, on va dire, c'est la partie exécution qui va finalement le plus rapidement possible, c'est rapide. Mais la gestion locative, l'exploitation, c'est les gens pour moi la sous-estiment énormément. Alors, et il y a des prérequis pour que ça se passe bien. C'est un peu le programme, mon cher Nicolas. Exactement, tu as tout à fait raison, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais j'aime dire que dans l'investissement immobilier, tu as 2 pièges mortels et 2 étapes où tu peux effectivement ruiner ton investissement. Le premier, c'est les travaux, où si tu te plantes lamentablement sur les travaux, tu peux ruiner ton investissement. Et le deuxième, c'est une mauvaise gestion avec un mauvais casting, et on aura l'occasion d'approfondir le sujet. Exactement. Bon, en tout cas, comme tout bon podcast qui commence, Nicolas, présente-toi, dis-nous ce que tu as envie de dire, comment tu as envie de te présenter aujourd'hui, et puis un peu dérouler sur la personnalité de Nicolas, et après on parlera de tous ces sujets d'investissement. Ouais, et écoute, avec plaisir. Déjà, merci de me recevoir sur ton podcast. Donc moi, je suis Nicolas, j'ai 33 ans, bientôt 34. Je suis originaire et je vis toujours en région parisienne et dans le sud des Yvelines, pour être plus exact, là où j'ai toujours grandi, et j'y vis encore aujourd'hui. Je suis papa d'un petit garçon qui a bientôt 4 ans, qui a pas mal chamboulé ma vie et remis les priorités à d'autres endroits, forcément. Comme beaucoup. Beaucoup. Pour tous ceux qui sont parents, ils comprennent un petit peu la chose. Et voilà, après, parcours professionnel assez atypique, alors aussi perso, plein de passions perso, énormément de sports de divers horizons variés. J'ai fait beaucoup de handball en étant plus jeune, beaucoup de sports de combat, que ce soit du jiu-jitsu brésilien, des arts martiaux mixtes, donc MMA, de la boxe thaïlandaise. Aujourd'hui, pas mal de crossfit, musculation, enfin voilà, beaucoup de pratiques sportives diverses et variées. Et professionnellement, un parcours assez atypique, une fibre entrepreneuriale quasiment depuis toujours, avec effectivement diverses activités professionnelles que j'ai pu monter, et un parcours depuis 10 ans qui gravite autour de l'immobilier, autour du droit, et plus principalement du droit de l'immobilier, ce qui m'a amené à exercer pendant 10 ans le métier d'huissier de justice, et depuis 2 ans d'avoir cofondé Calimo, une application de gestion locative pour simplifier, automatiser et sécuriser la location des particuliers. Ouais, ça c'est une présentation nickel, ça, c'est premier de la classe. C'est génial. Du coup, on va essayer un peu de découper le truc.
Parce que moi, ce qui m'intéresse de commencer, c'est par l'aspect huissier. C'est parce qu'en fait, c'est ce qui fait. En fait, pour moi, c'est de ce que j'ai pu comprendre différents de nos échanges, c'est la porte d'entrée à l'investissement et au monde de l'immobilier et de l'investissement en général, et de là où t'en es avec la Green Bull et Calimo. Mais du coup, comment tu t'es dit, je veux devenir huissier? Parce qu'en fait, honnêtement, je pense que tu as dû discuter avec plein de gens. Huissier de justice, c'est pas, c'est, c'est pas sexy, quoi. Je veux dire, c'est pas, tu te dis pas, dans ma vie, je veux être pilote, je vais être joueur de foot ou, je sais pas, ou médecin, mais tu te dis pas, je veux devenir huissier de justice, quoi. Ah ouais, exactement. Et déjà, c'est un métier qui est très, très, très mal renseigné. Parce que du coup, bah, sur mon parcours université, j'ai fait ma fac de droit où j'étais jusqu'au master, donc au bac+4, bac+4 en droit. Et à la fac, à aucun moment on te parle du métier d'huissier de justice, on te parle du métier d'avocat, on te parle du métier de notaire, on te parle du métier de juriste, on te parle du métier de juge, etc., de magistrat. Mais à aucun moment on évoque effectivement cette profession réglementée du droit qui est un élément important du maillage de la longue chaîne judiciaire. Mais c'est une profession qui est déjà d'une très mal connue et de deux sur laquelle il y a beaucoup de préjugés, une très mauvaise image qui circule. C'est vrai que pour tout le monde, il y a un peu cette image caricaturale de l'huissier de justice qu'on retrouve un petit peu dans les Inconnus ou dans les Trois Frères, etc., etc. Où on a effectivement cette personne un peu aigrie, un peu vieille, un peu bedonnante qui vient et etc., etc. Et en fait, c'est un métier qui a plein d'aspects super intéressants et on va pouvoir les évoquer. Mais j'y suis arrivé moi à titre perso vraiment vraiment par hasard. Euh, Initialement, moi, je voulais rentrer dans la police, donc l'histoire a fait que finalement ça a pas été le cas. Et je me suis arrêté au bac+4 pour pouvoir passer les concours de officier de police et de sous-officier. Donc j'ai passé tous les concours. J'ai réussi à avoir celui de sous-officier haut la main, parce que j'avais fini 4e national sur plus de 21 000 candidats. Donc très belle réussite. Mais j'ai raté celui de d'officier. Officier. Là, je me suis lamentablement vautré. Et sûrement un gros problème d'ego où tu te dis bah tiens, t'as un bac+4 en poche, tu vas pas rentrer en tant que sous-officier où c'est du coup éligible au niveau bac. Et donc j'ai abandonné ce cursus de la police assez rapidement. J'ai pas voulu retenter le concours une deuxième fois. Et parce qu'en parallèle, j'avais déjà une activité qui fonctionnait un petit peu. J'avais monté une petite société dans la destruction des nids de guêpes et frelons. Un truc qui n'a rien à voir. Ah ouais, J'avais monté effectivement ce petit business-là qui fonctionnait, donc j'avais ça en parallèle et je m'étais dit. T'avais quel âge là? Pour mettre du Là, contexte, j'étais à la fac, donc j'avais 21 ans. D'accord, ok. Donc voilà, j'avais monté ce petit business et Ça marchait? Pardon? Ça fonctionnait bien quand même ou ça vivotait? La première année, ça vivotait, ça faisait un petit chiffre d'affaires. Je devais faire un petit 10 000, petit 10 000 la saison. Après, ce qui était intéressant, c'est que j'avais monté ce business en parallèle de mes études à la fac. Et à la fac, bah, t'as quand même des grosses vacances universitaires. À partir du mois de mi-mai, t'es un peu off jusqu'à septembre, mi-septembre. Et la saison des guêpes et des frelons, bah, ça correspondait pile poil à cette période-là. Et donc, j'avais réussi à monter ce business-là pendant mes études. Et je faisais ça. Donc après la première année, ça vivotait. Je devais tourner autour des 10 000 euros de CA. Et après, bah, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et la quatrième année, ça tournait bien. Je faisais des mois à 7, 8, 9 000 euros le mois. Donc, avec assez peu de charges à côté. Donc, ce qui fait que, à mon petit niveau en étant étudiant, quand tu as 7 8 000 balles qui rentrent sur 3-4 mois de l'année, t'es plutôt content. Surtout qu'à l'époque, je vivais chez mes parents, etc. Donc, c'était quasiment que de l'argent poche. Donc, c'était un petit business, mais qui était assez lucratif et assez intéressant. Puis, première expérience entrepreneuriale où du coup tu montes ton site internet, tu te fais ta clientèle, ta ligne téléphonique, ton marketing. Porte à porte. Exactement. Ouais. Donc c'est un peu ce qu'a donné le goût à l'entrepreneuriat. Et voilà. Donc j'ai fait ma fac de droit, j'ai tenté les concours de la police. Ça a pas fonctionné et au bout d'un moment je me suis dit bon, je vais peut-être pas détruire des nids de guêpes toute ma vie. J'ai mon diplôme, j'ai mon master en droit, ma maîtrise en droit. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Et du coup j'ai cherché un soir sur des forums métier du droit qui paye le mieux. Donc je suis tombé sur des sites. Le truc tout bête, parce que j'avais aucune passion. Haut fonctionnaire, député. J'avais aucune vocation particulière sur. Je me suis jamais dit je veux être absolument avocat ou notaire. C'est un métier vocation. Donc bête et méchant. Voilà, je tape ça sur un forum, puis j'arrive sur un truc qui liste un petit peu les métiers du droit. Greffier du tribunal de commerce, 200 000 l'année, machin. Bah, paye, sauf qu'il fallait un bac+5. Moi, je m'étais arrêté au bac+4.
Après, tu avais diverses professions du droit, les notaires, bac+5, bah non, c'est pas bon. Avocat, bac+5, c'est pas bon. Et là, j'arrive à huissier, bac+4. Je fais, ah, là Ah déjà oui. niveau qualification, ça colle. Et j'en avais exactement le même a priori que tout le monde. L'huissier, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il fait, hein? C'est le gars qui saisit les biens et qui expulse les gens. Et pour moi, ma vision de l'huissier, c'était celle qu'avaient 99% des gens. Et je me suis dit, bah tiens, je vais pas m'arrêter à ça. J'y suis effectivement potentiellement. Enfin, je peux exercer cette profession avec mon bagage universitaire et mes diplômes. Et puis, j'ai marqué que c'était une profession qui gagnait plutôt bien, salaire médian, enfin revenu médian d'un huissier de justice qui tournait aux alentours des 6 000 euros par mois. Je crois que c'était 72 000 euros l'année. Bon, après, l'histoire a démontré que c'était sans prendre en compte le fait de racheter une charge, les charges sociales qui n'étaient pas déduites, etc. Donc, avec des revenus qui sont divers et variés, ça reste un business et un fonds de commerce, entre guillemets. Donc, les revenus varient énormément. Comme chez des avocats, il y a des avocats à 1000 au SMIC et d'autres qui gagnent 20, 30 000, 50 000 euros par mois. Donc là, c'est à peu près le même fonctionnement. Mais du coup, voilà, je me suis dit, niveau diplôme, ça fonctionne, ça colle. Je commence à me pencher sur le sujet. Donc, je regarde ce qu'il faut faire effectivement pour devenir huissier. Il fallait avoir son bac+4. Donc, moi, c'était bon. Et après, il fallait suivre un stage pendant 2 ans en alternance dans une étude d'huissier, suivre une formation à côté de 2 ans dans une école, l'école nationale de procédure, plus une autre école qui était le département de formation des huissiers de justice stagiaires. Donc, je décide, bah tiens, ok, je vais tenter. Je connais pas, je vais voir si ça me plaît, tant mieux. Si ça me plaît pas, bah tant pis, je poursuivrai pas là-dedans. Donc, j'ai postulé pour avoir un stage à quelques études d'huissier de justice autour de chez moi. J'ai été pris pas trop loin. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans l'engrenage. Et le métier m'a assez rapidement plu parce que c'est là que j'ai découvert effectivement toute la face cachée du métier, que c'était loin de se cantonner uniquement à ce rôle de saisie, d'expulsion, et qu'il y avait plein de trucs super passionnants dans ce métier où en fait t'es vraiment quasiment le dernier maillon de la maille judiciaire, où t'es principalement chargé de mettre à exécution des décisions de justice. Un tribunal a condamné un tel à quitter un logement, à payer X à une autre personne, à rendre quelque chose qu'il a pris, à restituer un véhicule qu'il avait pris en leasing qu'il a pas payé. Voilà, il y a une décision de justice qui condamne quelqu'un. Le rôle principal de l'huissier, c'est de mettre à exécution sa décision de justice. Et après également tout le volet constat. Tu as peut-être été d'ailleurs confronté à un huissier de justice dans ce cadre-là, par exemple sur un investissement où tu peux avoir par exemple un permis de construire. Souvent, on préconise de faire constater les panneaux de chantier par un huissier de justice pour conserver la preuve de l'affichage. L'horodaté. Voilà. On intervient dans plein de cadres comme ça, hors contentieux, pour constituer, pour délivrer un constat d'huissier qui est un peu aujourd'hui le mode de preuve en droit français le plus incontestable. Donc avec les états des lieux, avec les constats d'affichage de permis de construire, les constats malheureusement de malfaçon, ça arrive, les constats d'abandon de chantier, les constats divers et variés qu'on peut retrouver. D'accord. Et c'est quoi un petit peu en termes d'immobilier, parce que voilà, on va faire un focus immobilier ou même travaux, hein, parce que nous sur le grenier on parle autant des deux sujets. C'est quoi un petit peu là ce que t'as, je sais pas moi, les histoires un peu loufoques ou un peu grossières qui te viennent en tête, qui sont un peu des cas concrets, quoi, qui t'ont marqué durant ta période. Si t'en as beaucoup, fais le tri, mais Ouais, une non, ou deux, après, quoi. on voit tout. Et après voilà, pour faire l'histoire en accéléré, du coup j'ai fait mon stage, j'ai passé mon examen d'huissier, je l'ai eu et je me suis associé dans un groupe qui détenait deux études d'huissier de justice. Et moi, je m'étais vraiment spécialisé sur cette sphère immobilier, contentieux locatif, immobilier, et donc amené à rédiger, à gérer des milliers et des milliers de litiges locatifs, rédiger des contrats de location, gérer des dossiers d'expulsion, etc., etc. Et après, dans ce métier-là, t'es quasiment le seul maillon de la chaîne judiciaire qui est sur le terrain. Parce que les juges, ils sont dans les tribunaux, les avocats, ils sont principalement dans les tribunaux, les notaires sont dans leur bureau. Nous, les huissiers, quand un contentieux locatif, on est les seuls qui vont rencontrer le justiciable, parce qu'il y a besoin de saisir quelque chose, parce qu'il y a besoin de leur remettre une copie d'une décision de justice qui a été rendue. Donc, on est vraiment le visage, j'ai envie de dire, et le bras armé de la justice, où c'est nous qui allons sur le terrain, et c'est là où tu es vraiment confronté à toute la misère humaine que tu peux avoir. Après, des anecdotes, on voit de tout et de n'importe quoi. Et ça, là-dessus, il y a vraiment mille choses à dire. Et par exemple, quelque chose qui m'avait fait beaucoup rire, mais mon client un petit peu moins, une petite mamie qui faisait de l'investissement locatif
qui venait nous voir à l'étude et qui avait pris rendez-vous avec moi parce qu'elle avait un de ses locataires qui la payait pas depuis quasiment 2 ans. Donc déjà, j'ai dit, bah, madame, il faut pas attendre 2 ans avant de venir voir quelqu'un quand votre locataire, il paye pas. Et elle me dit, et tous les mois, je lui envoie un avis d'échéance. Et elle me montre, tu sais, son petit carnet, là, les trucs exacompta avec les papiers où quand t'écris en double. Sauf que c'était pas des avis d'échéance qu'elle envoyait à son locataire. Dessus, il y avait marqué en gros, quittance de loyer. Donc je lui dis, madame, ça fait 2 ans que votre locataire vous paye pas et ça fait 2 ans que tous les mois, vous lui envoyez une quittance de loyer. La quittance de loyer, c'est un document qui dit que votre locataire vous a payé. Donc là, effectivement, même si vous n'avez pas de trace de virement, vous avez délivré une des quittances à votre locataire. S'il dit qu'il vous a réglé en espèces, il a une quittance qui est signée de votre main. Enfin, là, vous pouvez rien faire, quoi. Et donc ça faisait 2 ans que le locataire était logé comme ça à titre gratuit parce que la petite dame, sur son petit carnet de feuilles carbone, là, il y avait marqué quittance de loyer au lieu d'avis d'échéance. Et du coup, voilà, donc là, on a repris après la procédure à zéro, puis on est reparti sur des délais à rallonge parce que la justice en France, et c'est un des critères qui m'a amené à arrêter cette profession, c'est que les délais et la justice aujourd'hui, elle est extrêmement malade et que c'est très compliqué. Dès que tu veux partir sur une expulsion, t'en as pour en moyenne 18-24 mois de délai de procédure, quoi. Alors, tu vois, moi, j'écoute ces délais. Mais pourquoi? Vas-y, parce que même si c'est malade, est-ce que tu peux nous faire une chronologie, je sais pas moi, rapide ou synthétique du moment donné, à quel moment, au bout de combien de temps, un propriétaire bailleur doit déclarer si un impayé? Est-ce que c'est un peu comme la Visale? La Visale, c'est au bout de 2 mois, on va dire, de non-paiement révolu, tu vois. Donc, est-ce que c'est ça le point d'entrée et c'est quoi ensuite les étapes qui suivent? La procédure, elle est extrêmement longue, donc faut réagir le plus rapidement possible. Alors oui, sur le contrat de location, s'il y a marqué que le loyer il doit être payé le 5 et que le 6 vous l'avez pas reçu, ça sert à rien d'en lancer une procédure. Voilà. Donc moi, ce que j'aime dire, c'est que ton loyer, tu dois le recevoir le 6. Si 15 jours après tu l'as pas reçu, t'envoies un petit SMS ou t'appelles ton locataire pour essayer d'avoir des nouvelles et lui dire que, enfin voilà, le loyer ça doit être le 6. Pourquoi j'ai pas reçu? Si le mois d'après tu l'as toujours pas reçu, t'envoies déjà un premier courrier en mise en demeure. Et s'il y a effectivement un peu plus de 1 mois de carence et de délai impayé, là, faut commencer à saisir un professionnel. Parce que, comme je te le disais, la procédure, elle est extrêmement longue. Et toi, en tant que propriétaire bailleur qui a l'initiative de cette procédure, tu peux bien évidemment la stopper à n'importe quel moment. Si jamais tu as engagé la procédure, ton locataire il dit oui voilà pardon j'ai eu une grosse galère, je vous rembourse tout et on continue et toi tu veux le garder parce que ça fait 10 ans qu'il est là et c'est la première fois que tu as eu un problème, voilà tu dis à l'huissier de justice que tu as saisi ok c'est bon il m'a payé on arrête et voilà et la procédure tu peux l'arrêter. C'est pas parce que tu as lancé la machine que tu es obligé d'aller jusqu'au bout et d'aller jusqu'à l'expulsion. Donc surtout faut pas trop tarder dès qu'il y a 1 mois de loyer qui est impayé que ça fait plus d'1 mois que le locataire il a pas payé et qu'on n'a pas de nouvelles. C'est surtout ça le plus important, c'est de nouer du dialogue avec son locataire parce que une galère, ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, le coût de la vie est quand même assez cher. Tout augmente, sauf les salaires. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un petit peu compliqué. Et il suffit que la personne ait eu une galère parce qu'elle a eu un arrêt maladie, du coup, elle a été moins payée ou je ne sais quoi, ou un accident de travail. Enfin bref, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Et le locataire, déjà, faut voir ce que le locataire qui prend les devants, qui t'appelle en disant j'ai une galère, ce mois-ci je vais être en retard, etc. C'est pas pareil que celui qui te prévient pas et qui paye pas et que t'essayes d'appeler et que t'as pas au téléphone. C'est quand même très différent. Mais parce que le bail notarié, on en parle souvent, c'est ce qui, mais ça, moi je connais un petit peu l'exécution que ça peut en avoir, mais est-ce que tu peux nous le décrire, de faire un bail normal ou un bail notarié, un bail d'habitation, mais un bail notarié, qu'est-ce que la différence en termes d'exécution, ce que ça provoque, un bail notarié? Rien, il y a beaucoup de mythes sur le bail notarié. Le bail notarié, alors, ça peut être utile dans plusieurs cas. Déjà, le bail notarié, qu'est-ce qui va conférer de plus qu'un bail classique? Il est rédigé par notaire. Le notaire, c'est un officier public et ministériel qui va délivrer un acte qu'on appelle avec force exécutoire. Donc, le principal attrait du bail notarié, c'est que si jamais le locataire ne paye pas son loyer, on peut pratiquer directement. Par exemple, moi, je suis propriétaire, j'ai un bail notarié, mon locataire ne m'a pas payé. Je peux mandater un huissier de justice pour qu'il fasse directement une saisie sur le compte du locataire pour prendre l'argent. Donc ça, sur le papier, c'est magnifique. Ouais. Sauf que dans 99% des cas, le locataire qui paye pas son loyer, c'est parce qu'il a plus une thune. Et que l'huissier de justice qui va faire une saisie sur le compte bancaire de son locataire, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et c'est même encore pire que ça. La loi prévoit que lorsqu'un huissier fait une saisie sur le compte bancaire d'une personne, elle doit laisser à disposition un minimal montant du RSA, qui est aujourd'hui quasiment de 600 €. Si on n'a pas dépassé les 600 €, je sais plus exactement. Donc, ce qui fait que si ton locataire, il a 400 € ou 500 € sur son compte bancaire, que toi, tu veux le saisir le loyer, tu pourras pas. Donc, finalement, c'est un peu mettre un coup d'épée dans l'eau. Ensuite, en matière d'expulsion, le bail notarié ne change strictement rien par rapport au bail normal. C'est pas parce que tu as un bail notarié que tu pourras expulser plus rapidement.
La seule incidence que ça a, c'est ce qu'on a vu, c'est le fait que tu puisses faire une saisie directement sur le compte bancaire du locataire. Et ça, tu peux quand même le faire avec un bail normal. C'est pas exactement le même type de saisie. Je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment du juridico-juridique, mais tu peux quand même le faire. Ça s'appelle une saisie conservatoire et tu peux quand même le faire. Voilà, à partir du moment où tu as un loyer qui est impayé, tu peux mandater un huissier pour qu'il fasse une saisie conservatoire sur le compte du locataire. Donc ça, finalement, le principal attrait du bail notarié, bah, tu le perds un peu. Moi, après, voilà, je suis pas totalement anti-bail notarié. Le bail notarié peut avoir un intérêt, notamment si tu fais de la location commerciale. Là, c'est intéressant parce qu'en plus, tu peux mettre le coût de rédaction du bail notarié, qui est généralement aux alentours d'un mois de loyer, tu peux le mettre à la charge du locataire. Alors qu'en matière d'habitation, tu vas être obligatoirement au maximum 50-50. 50% propriétaire, 50% locataire. Et en plus, en matière d'habitation, ton locataire, tu sais pas combien de temps il reste. Donc si tu arrives et déjà que t'es sur un bien où tu as un cash flow de 60 euros par mois, c'est déjà très bien. Sur un petit bien, un petit studio, tu as un petit cash flow de 60 euros par mois, c'est très bien, le truc qui tourne tout seul. Sauf que tu vas faire un bail notarié, ça va te coûter peut-être 300 euros pour ta pomme. Ton locataire, il va rester 4 mois. 4 mois plus tard, il faut que tu trouves un autre locataire. Tu refais un Ouais. autre bail notarié. Et là, ta rentabilité, elle explose parce que du coup, bah, tu dois rémunérer ce professionnel du droit pour son travail et à juste titre, parce que c'est du travail, il faut qu'il fasse des vérifications, etc., etc. Mais d'un point de vue rentabilité, ça peut vite te gréver ta rentabilité parce que tu n'as aucune garantie que ton locataire y reste. Et si tu as un locataire qui reste pas longtemps, et bah finalement, ça va être des coûts assez importants pour pas grand-chose. Donc en matière commerciale, où tu peux mettre la totalité des coûts à la charge du locataire et où le locataire est là pour des durées plus importantes, ça peut faire sens. Pour ceux également qui vont être spécialisés dans la location de maisons individuelles, on sait que la maison individuelle, il y a quand même un taux de rétention entre guillemets. Les locataires restent quand même beaucoup plus longtemps que dans des petites surfaces, dans du studio, dans du T2, dans de l'appartement. Sur des maisons, j'accompagne beaucoup d'investisseurs qui sont en campagne et qui louent des maisons. Des fois, ils ont les mêmes locataires depuis 10 ans. Donc là, faire un bail notarié, le coût il sera absorbé. Et effectivement, il y a cette petite épée de Damoclès juridique dont tu peux bénéficier avec le fait de pouvoir faire une saisie directement, qui peut être sympathique. Donc le bail notarié en habitation, moi je dis que c'est pas utile, sauf si effectivement on est dans une maison d'habitation en campagne ou avec un locataire qui reste longtemps, ou en local commercial où là effectivement ça fait sens. D'accord. Parce que t'as géré combien de litiges alors? Parce que tu les as Des comptés, non? milliers, ouais, entre, je sais pas, peut-être 2 000 à 3 000. J'étais vraiment spécialisé sur le contentieux locatif, que ce soit des propriétaires qui amènent le locataire devant le tribunal, ou même des fois le locataire qui amène le propriétaire devant le tribunal. Ça arrive aussi, principalement. Enfin, le propriétaire qui emmène son locataire devant le tribunal, c'est principalement pour des questions d'impayés, parce que le locataire lui a pas payé son loyer. Et la procédure, elle est extrêmement longue, parce que la loi, comme tout le monde le sait, est extrêmement protectrice du locataire en place. Et donc la loi te prévoit dans le calendrier, dans le schéma de la procédure d'expulsion, qu'à chaque fois, tu as plein de délais. Tu as une étape de procédure, tu dois attendre 2 mois pour faire la prochaine étape. Après, tu arrives à la prochaine étape, tu dois attendre 6 semaines. La prochaine étape, tu dois attendre 2 mois. Et en fait, à chaque fois, ce petit délai de 2 mois fait que ça prolonge. Tu as également la trêve hivernale qui vient mettre du sable dans l'engrenage, où en fait, tu ne peux procéder à aucune expulsion entre le 31 octobre et le 31 mars de l'année. Donc, ce qui fait que bah, du coup, tu te prends 4, 5, 6 mois Ouais. dans la vue directement. Et après, il y a également les délais d'audiencement au tribunal pour aller au tribunal, qui est une des premières étapes où tu vas appeler des tribunaux. J'ai vu des dates d'audience passer. Là, il y a déjà 4-5 mois. On était du coup aux alentours de septembre, octobre, novembre 2024. Où quand tu appelles le tribunal pour avoir une date pour placer ton affaire, parce que du coup tu vas devant le tribunal et tu as un juge qui va trancher, qui va rendre son jugement, le tribunal te dit que la prochaine date d'audience, ça va être mi-2026. Donc Ah là, ouais. t'es à peine au début de ta procédure. Déjà, ta procédure en temps normal, elle prend entre 18 et 24 mois. Et quand le tribunal te dit, bah écoutez, moi, la prochaine place de dispo que j'ai, c'est dans 1 an et demi, bah là, t'es parti pour 3-4 ans de procédure. Et enfin, comment tu veux faire entendre ça à un propriétaire qui a investi. Donc, enfin, là-dessus, la justice est malade dans le sens où ils sont obligés d'avoir des dates super éloignées parce que ils ont pas de personnel, ils ont pas de greffier, ils sont débordés parce que la justice, elle est totalement engorgée et qu'elle est malade. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Ça, tu peux pas le faire entendre à ton client. Et toi, t'as beau être un professionnel vraiment aguerri et vraiment impliqué, c'est des délais qui sont incompressibles et sur lesquels t'as pas du tout la main. Toi, quand tu reçois ton dossier, tu peux l'ouvrir dans la journée, faire le nécessaire et être ultra réactif. Quand la loi te dit, bah là, pour la prochaine étape, t'es obligé d'attendre 2 mois, que t'attends les 2 mois, que t'appelles le tribunal et que le tribunal te dit, bah la prochaine date, c'est dans 1 an et demi, tu Oh peux là rien là. faire de plus. Ouais. Non, mais ça, on le voit, malheureusement, on le voit. Et
pour faire un parallèle avec la rénovation énergétique, les DPE, en termes d'huissier, moi j'ai une question, tu vois, parce que bon, c'est un peu notre dada chez nous, mais je me dis que tu vois, à aujourd'hui, je vois, alors, justement, je voulais un peu avoir aussi ton analyse, et si t'en as une, hein, mais c'est qu'en fait, on parle beaucoup des DPE, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de dossiers de locataires comment dire, remettent en cause le DPE euh, des logements. Pourquoi, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, on nous fait peur avec l'interdiction de location. Mais l'interdiction de location, il y a des propriétaires, moi, ils me disent, mais de toute façon, déjà, j'ai pas les moyens, et puis de deux, il faut que mon locataire, à un moment donné, s'il est pas content, qu'il me mette en procédure. Et cet argument-là, je leur dis, oui, mais à un moment donné, il faut quand même faire un logement décent. Bon, bref. Et il y en a qui ne veulent pas le faire. Est-ce que je sais pas moi, c'est peut-être jeune hein, la loi, mais est-ce que tu as un retour d'expérience là-dessus sur le fait que il y ait des locataires qui mettent je sais pas moi, au tribunal leurs propriétaires. Est-ce qu'il y a des stats déjà qui sortent déjà ou pas du tout encore? Non, pour l'instant, c'est trop récent, sachant que la justice, en plus, c'est un temps long. Donc, à partir du moment où tu as un contentieux qui naît avant qu'il soit jugé, il va se passer un certain temps. Sauf que quand tu as une décision de justice qui est rendue, tu as un petit peu 3 degrés de juridiction. Tu as t'as un contentieux avec quelqu'un, tu l'amènes devant le tribunal, tu es un petit peu dans le tribunal départemental, régional, donc tu es sur la petite juridiction, entre guillemets. Après, si la décision qui est rendue te satisfait pas, tu arrives à la cour d'appel, qui est quand même une grosse juridiction. Et après, tu peux arriver à la cour de cassation, qui est la juridiction suprême. Et c'est ces décisions-là qui font un petit peu force de loi, ou quand tu as une décision qui est rendue par la Cour de cassation, ça s'impose à tout le monde et c'est un peu l'équivalent d'une loi. C'est une loi qui est non écrite, mais qui fait office de principe. Sur tout ce qui est DPE, c'est beaucoup trop récent pour qu'on ait du recul. Après, sur des questions de salubrité, de décence des logements, il y a du recul sur d'autres aspects, Ouais. avec des problèmes de ventilation, avec tout ça, où effectivement les propriétaires ont généralement plutôt gain de cause, parce que le propriétaire a l'obligation légale de fournir un logement décent à son locataire. Donc ça, là-dessus, on a du recul. Et après, oui, tu as parfaitement raison, où le DPE, faut, on aime bien faire peur aux gens. Donc effectivement, c'est mieux de faire un gros titre en disant 1er janvier 2025, interdiction de location, fin de l'immobilier, etc., plutôt que de dire oui, c'est interdit, mais finalement, voilà. Donc après, il y a effectivement des conséquences qui sont indéniables. Le fait que, par exemple, si tu as un locataire qui est en place avec un logement qui est étiqueté F ou G, bah, tu peux pas réviser annuellement ton loyer. Tu sais, avec la clause que tu as dans ton Ouais. bail qui te dit qu'en fonction de la variation de l'indice de l'IRL publié par l'INSEE, tu peux augmenter ton loyer. Là, tu ne peux pas. Donc après, tu envoies le courrier à ton locataire il te dit bah non, votre logement il est G, moi j'augmente pas le loyer, tu pourras pas le forcer. Ouais. Donc là-dessus, tu peux être un petit peu coincé. Après, c'est pareil, aujourd'hui les tensions locatives sont énormes. Se loger dans des villes, c'est devenu assez ouf. Là justement, j'étais en train de rédiger quelques articles et je regardais, tu vois, par exemple sur Paris. Paris, tu as 1,3 million logements au total. Bon après, de logements disponibles, enfin de logements locatifs, tu as à peu près, je crois, 800 ou 900 000 logements en location. Et je regardais sur le Bon Coin, tu as 2000 annonces de logements à louer sur Paris. Donc tu vois, sur un parc de 800, 900 000 Ouais, logements, t'en as que 2000 qui sont disponibles à la location sur Paris. Donc tu vois, pour se loger, c'est tellement compliqué que c'est soit tu prends un logement qui est G, soit tu prends rien du tout quand tu veux te loger. Donc à la limite, t'es même content d'avoir un logement pourri, tu t'en fous, t'as un toit au-dessus de la tête. Donc ça, sur des secteurs un petit peu tendus, il y a effectivement beaucoup de propriétaires qui en profitent en se disant, de toute façon, moi, les travaux, je peux pas les faire. Ça, c'est pareil. Il y a aussi des cas où quand tu as déjà un studio de 17 mètres carrés, tu veux faire quoi? Tu peux pas faire une isolation par l'intérieur et rajouter 30 centimètres de laine de verre. Ou là, ton appartement, ça va devenir un 10 mètres carrés. Quand tu as le prix du mètre carré qui est à 4000 euros, bah, tu perds de la surface, tu perds de l'argent, tu mets en plus de l'argent dans la réno. C'est compliqué. Donc, il y a même des cas où tu peux pas trop faire de rénovation parce que tu es un peu tenu. Puis quand tu as les diagnostiqueurs qui disent, bah oui, il faut mettre une pompe à chaleur RR. Quand tu es au dernier étage de l'immeuble, va installer ta pompe à chaleur RR, sachant qu'il te faut l'autorisation de la copro, des fois l'urbanisme. de l'ABF, de l'urbanisme, des ABF, etc., etc. C'est mission impossible. Donc des fois, bah, t'es un peu pris au piège et en tant que propriétaire, t'as pas d'autre choix que de louer en l'état. Et après, effectivement, il y en a certains qui se disent non, de toute façon, moi, je m'en fiche. Il y a peu ou pas de contrôle. Il y a des locataires, tu leur parles de DPE, ça leur passe au-dessus de la tête parce qu'ils comprennent rien, même si aujourd'hui ça fait un petit peu de bruit. Et après, bah, t'en as toujours quelques-uns qui vont être procéduriers, qui vont demander le DPE en te disant, bah, de toute façon, là, faut faire des travaux, etc., etc. Alors, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. Ça peut être également un petit peu compliqué au niveau de la mise en location, où sur de plus en plus de secteurs, tu es soumis au permis de louer. Et donc, pour Ouais. que la mairie t'autorise à louer, elle va te demander notamment tes dossiers de diagnostic technique
y compris le DPE. Et du coup, bah, elle peut ne pas te délivrer le DPE, enfin le permis de louer si ton DPE n'est pas conforme. Et après, c'est pareil, ça quelque chose qui fait grand bruit, c'est le DPE obligatoire. Enfin, notamment le fait que les logements étiquetés G sont également interdits à la location courte durée depuis maintenant quelques jours, depuis le 1er janvier 2025. Mais là, c'est pareil. Sauf effectivement quelques grandes agglomérations, ça leur fait un petit prétexte en plus pour aller à la chasse au Airbnb. Quand tu as un petit Airbnb en Pampa sur une petite commune qui ne voit absolument pas d'un mauvais œil le Airbnb, qui va te demander le DPE? Ton voyageur qui vient là pour une nuit, non, il en a rien à fiche que ton logement il est DPEG, sachant que c'est même pas lui qui paye l'électricité et le chauffage. Indirectement oui, parce que c'est toi qui le payes et tu le répercutes sur le prix de ta nuitée. Mais il y a aucun voyageur au monde qui va te demander la notation de ton DPE. Donc là-dessus, pour la courte durée, voilà. Mis à part quand tu es obligé de faire une déclaration d'enregistrement et que la mairie va te le demander, il peut t'embêter en te disant bah non, la CG, etc. Après, il y a des endroits où la mairie, déjà, elle en a strictement rien à faire parce qu'elle a d'autres chats à fouetter. D'autres où ça leur ramène des taxes de séjour, ils sont contents parce que c'est pas forcément des grosses communes et ça met de l'attrait sur la commune. Donc après, effectivement, il y a des grosses communes où je dis n'importe quoi, comme Saint-Malo qui a voulu faire un peu la chasse au Airbnb parce qu'en plein centre, bah, effectivement, c'était compliqué de se loger. Bah là, peut-être que sur ces communes-là, oui, le fait d'avoir un DPEG en location Airbnb, bah, ça va empêcher de louer. Donc, ça va vraiment être du cas par cas, très régionalisé, etc., etc. Donc, voilà, peu de risques. Après, le locataire, c'est pareil. Est-ce qu'il se dit, est-ce que je vais emmener mon propriétaire devant le tribunal? C'est long, c'est compliqué, et voilà, la plupart du temps, il va partir et ça va s'arrêter là. Ouais, mais nous on le voit, mais après avec les nouvelles réglementations, ce que moi je dis souvent, c'est que déjà il y a une grande chose que j'ai vue, alors c'est bien ou pas bien, c'est que ça décentralise la. En fait, j'ai l'impression que cette loi là qui est un peu sortie anti-Airbnb là, qu'on appelle malheureusement anti-Airbnb, la pauvre société. Bon, on va pas les plaindre, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup décentralisé sur les territoires, c'est soumis aux maires et déjà qu'ils ont énormément de choses à penser. Moi, je le vois dans ma propre commune, je vois pas mon maire se poser la question des DPE, quoi. Il va se la poser forcément parce que les préfets vont leur mettre la pression, mais je vois pas, mis à part les zones très 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 tendues, les 20, 25 ou 30 villes plus grandes villes de France, qui vont effectivement bouger, là oui, il y a pas de sujet. Je pense que, il faut savoir, je crois que de mémoire, il y a peut-être 34 000 communes en France. On parle de peut-être 50 communes. Je veux dire, Ouais. c'est pas dérisoire, je veux pas minimiser, mais il faut pas non plus. Ça fait grand bruit pour un petit territoire. Je sais pas si les gens vont me comprendre, mais Ouais, non, exactement. c'est Et ça. après, c'est peut-être pas plus mal que ça soit aussi un petit peu décentralisé dans la mesure où c'est vrai que les élus locaux, ils ont quand même une meilleure connaissance du tissu Bien sûr, ben oui. géographique, social de leur territoire. Et alors après, c'est un débat et il faudrait faire des enquêtes beaucoup plus poussées, mais je pense qu'effectivement, sur certains territoires, le Airbnb, la location courte durée, même si elle a pas causé, elle a quand même participé à des pénuries de logements où effectivement, sur plein de secteurs, tu as une meilleure rentabilité quand tu es en LMNP de louer en location Airbnb qu'en meublé sur des zones, sur des bassins touristiques, sur des stations balnéaires, etc. Et c'est vrai que ça a engendré des difficultés à se loger pour les locaux, pour les saisonniers, etc., etc. Donc ça a peut-être pas causé, mais participé au dérèglement du marché locatif de certains secteurs. Donc c'est vrai que le fait qu'il y ait de la réglementation, au bout d'un moment, c'est un peu nécessaire. Après, voilà, est-ce que ça améliorera, enfin, le fait que ce soit beaucoup plus régulé va permettre qu'il y ait plus de logements pour la location longue durée sur le parc? Je suis pas certain, mais voilà. Et après, effectivement, chaque mairie et chaque commune, comme tu le disais très justement, va pouvoir juger si c'est opportun de limiter le nombre de nuitées, de demander l'enregistrement, de voilà, etc. Et de restreindre ce principe de la location courte durée. Et après, chaque commune sera un petit peu maître à bord. Mais je trouve on est un peu schizophrène en France parce que on est la première destination au monde, je crois de mémoire, ou peut-être en tout cas l'une des destinations touristiques les plus fortes. Et de l'autre côté, on met plein de choses pour dire les gens, on met plein de restrictions qui ne permettent pas d'accueillir les gens dans de bonnes conditions. Je trouve qu'en fait, on met pas les choses en place pour pouvoir dire. Je dis pas qu'il faut pas légiférer parce que je veux pas qu'il y en a qui disent que je suis tout venant, on libère tout, un libéral à 100%. Je suis libéral, mais un libéral mesuré dans le sens où il faut légiférer dans les zones où il faut légiférer. Comme tu l'as très bien dit, il y a eu des pénuries de logements. Je pense qu'il faut régler les problèmes là-bas, ça c'est sûr. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi ne pas trop fermer le robinet parce que les propriétaires bailleurs, c'est ceux qui permettent un petit peu. C'est un peu comme les artisans, tu vois. L'artisanat, on dit que c'est la première entreprise
entreprises de France, bah, moi je trouve que les investisseurs ou en tout cas les propriétaires bailleurs, ce sont quand même des artisans bah, du logement malgré tout. Comme les promoteurs. En fait, c'est un gros syndicat, les propriétaires bailleurs, comme les promoteurs, et je trouve qu'on a trop de restrictions. Je dis pas qu'il n'en faut pas, je dis simplement qu'il faut qu'elles soient mesurées. Bon, on pourra en débattre sans pas mal de temps là-dessus, mais en tout cas, je trouve il faut rester mesuré. Et le maître mot que moi j'essaie un peu de dire, c'est vraiment de vraiment s'attarder sur la zone. Tu vois, si les personnes veulent investir, de vraiment regarder. Maintenant, il faut regarder encore plus la zone. Déjà que l'emplacement était important, mais la zone maintenant législative, juridique et environnementale. Parce que tu vois, il y a une chose, c'est que bon après nous chez Greenville on est très câblés là-dessus, mais pourquoi en fait on fait ces DPE? C'est qu'en fait on veut baisser le taux de carbone en France, tu vois, donc voilà, c'est le truc philosophique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 50 à 60%, c'est les bâtiments d'État et le bâtiment tertiaire qui portent ce carbone-là. En fait, donc ok, il y a pas de problème, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le tertiaire, puisque moi je suis issu de ce monde-là, donc je sais qu'il y a des efforts qui sont faits, mais les bâtiments d'État, c'est une grosse part, et je pourrais mettre en description une étude de Carbone 4 qui le montre bien en fait. Oui, le logement résidentiel doit faire son effort, c'est clair, mais je crois que c'est 20-25% de mémoire. Donc voilà, je trouve qu'il y a toute proportion gardée. Il y a des choses aussi à remettre un peu dans son contexte. Ce qui est, en fait, on fait beaucoup de bruit pour le logement, alors que ça représente 20-25. Tu vois, voilà, Ouais. c'est un peu ça ce que je pense en fait au final. Et ouais, je te rejoins totalement. Et ce qui est un peu aussi également dommageable, c'est que c'est une politique de la sanction et pas de l'incitation. C'est C'est que ça. Ouais. voilà, c'est on sanctionne plutôt d'inciter les gens à louer plus à l'année avec effectivement des dispositifs fiscaux, avec effectivement de la réglementation qui serait assouplie. Parce que pourquoi les gens effectivement ils font pas de la location à l'année? Bah, il y a à la fois une meilleure rentabilité en location courte durée, mais pas que. C'est que t'as pas forcément de problème de locataires à gérer Ouais. une procédure d'expulsion, de la taper sur 2 ans avec des Exactement. dégradations, avec tout ça. Donc, tu as aussi le risque qui est finalement moindre et moins de soucis. Donc, peut-être qu'en assouplissant toutes ces règles, plutôt que de durcir d'un côté, bah, faudrait peut-être assouplir de l'autre. C'est un peu comme si tu as 2 enfants, il y en a un qui a un bonbon et pas l'autre. Bah, tu fais quoi? Tu retires le bonbon à celui qui l'a ou t'en donnes un à celui qui en a pas? Bah là, la politique aujourd'hui, c'est plutôt de retirer le bonbon à celui qui l'a. Comme ça, au moins, voilà, bah, t'as sanctionné plutôt que d'inciter et voilà, plutôt que et ça, il y a plein de trucs à faire sur la location longue durée pour redorer un petit peu sa noblesse. C'est effectivement que ce soit sur le nu, que ce soit sur le meublé, que ce soit sur les délais de procédure. Par exemple, là, tu vois, quand je te disais que une procédure d'expulsion, c'était 24 mois, il y a plein de trucs, même en Europe. Par exemple, en Europe, en Belgique, la trêve hivernale, ça existe, mais ça ne concerne que les bailleurs sociaux. Donc, par exemple, si tu es un bailleur particulier, le locataire n'est pas protégé par la trêve hivernale, ce qui permet d'agir quand même beaucoup plus rapidement, etc., etc. Et moi, ça, par exemple, je trouve ça plutôt bien parce que c'est vrai qu'un bailleur social, le fait que la procédure soit longue, c'est pas tellement gênant. On va dire que c'est aussi son cœur de métier de gérer du social, etc. Toi, en tant que propriétaire, bailleur, investisseur particulier, ton métier, c'est de loger des fins. Ton activité, c'est de loger des gens, mais c'est pas de faire seulement du social. Et le fait qu'effectivement, par exemple, cette mesure de la trêve hivernale qui soit adaptée aux bailleurs sociaux et pas aux bailleurs particuliers, bah pour moi, ça peut faire du sens. Donc, il y a plein de trucs à faire comme ça et à mettre sur la table et qui pourraient effectivement redorer le blason de la location longue durée et effectivement réorienter les gens et les amener plutôt à faire de la location longue durée plutôt que de la location courte durée. Ok. Et du coup là, pour juste toi, en termes d'investissement, est-ce que tu as été confronté à tous ces problèmes? Parce qu'on dit souvent le cordonnier le plus mal chaussé, est-ce que toi je le souhaite pas, mais est-ce que tu as été confronté à tout ça ou tu as pu justement anticiper tous ces problèmes sur tes propres investissements? Bah non, ça va là-dessus, je touche du bois. J'ai que des impayés depuis 4 ans. J'ai pas de galère. Et moi, c'est pareil, l'investissement locatif, je m'y suis mis un petit peu tardivement, ou dans la mesure où j'étais déjà en exercice en tant qu'huissier de justice, et on s'était un petit peu diversifié parce que les huissiers peuvent avoir une activité accessoire, Ouais. notamment faire de la médiation. Les huissiers peuvent être également intermédiaires d'assurance, et ils peuvent également, nous, on faisait faire de l'administration de biens. Donc, c'est-à-dire qu'on faisait du syndic de copropriété, de la gestion locative. Donc, Ah ouais, d'accord. on avait un portefeuille de gestion locative où on accompagnait plusieurs centaines de propriétaires à gérer leurs biens. D'un point de vue marketing commercial, ça rassurait énormément les gens Ah de bah confier carrément, leurs ouais. biens à gérer à un huissier de justice qui maîtrise parfaitement la réglementation, la législation et le fait de savoir que son locataire il est géré par un huissier et si ça va pas, bah ça file droit, etc., etc. Ça rassurait à la fois les propriétaires, mais ça rassurait également les locataires. Les locataires aimaient beaucoup le fait
que la personne qui s'occupe de la location soit en huissier de justice parce qu'il savait que c'était pas un agent immobilier véreux. Alors, je dis pas que tous les agents immobiliers sont véreux, etc. Voilà, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ça rassure aussi les locataires de savoir que c'était un professionnel du droit qui Ouais, je s'occupait de pense leur que c'est ça. location et que du coup, voilà, il maîtrisait la réglementation, il maîtrisait la législation. C'était quelqu'un d'intègre, etc., etc. Donc, ça rassurait aussi bien les propriétaires que les locataires. Et on a exercé cette activité. Et moi, c'est plutôt dans le cadre de cette activité parce qu'avec mon activité d'huissier, finalement, l'investissement locatif, je voyais que le mauvais côté. Je voyais Bah que ouais. les gens qui payaient pas. Je voyais que les gens qui dégradaient les logements. Où je venais faire des états des lieux. J'ai retrouvé des logements, mais je te raconte même pas les états, des syndromes de Diogène. J'en ai vu en veux-tu, en voilà. Syndrome de Diogène pour ceux qui Explique-le pour connaissent. ceux qui savent pas, c'est ceux qui ne font jamais le ménage et qui Ouais, c'est ceux qui ont des problèmes d'accumulation. Et du coup, ouais. dans un logement, L'accumulation. tu vas avoir Ouais. un couloir de 1 mètre de large pour pouvoir circuler. Mm. Et après, t'as des objets partout. Et t'as Ouais. deux types de diogènes. T'as les diogènes, ce qu'on appelait nous les diogènes propres, où ils vont accumuler des cartons, des journaux et n'importe quoi. Donc c'est à peu près propre. Et t'as les diogènes sales où ils accumulent les déchets. Et là, Ouais. quand tu rentres là-dedans, mais c'est impossible à tenir. Et C'est les gens beaucoup ou vivent pas? dedans. Parce que c'est vrai que moi je connais ce phénomène, mais je m'en rends pas compte. C'est impressionnant et tu te demandes comment les gens font pour rentrer là-dedans. Et c'est là où tu es confronté à la misère humaine, parce que les gens, ils vivent littéralement là-dedans et ils ont un canapé pour dormir et partout, ça fait une mare de déchets. Enfin, tu te demandes comment ils font. Et ouais, et c'est là où tu es confronté à la misère humaine. On a vu des trucs entre les Diogènes, les gens qui te mettent les excréments des animaux, ils ont 40 chats dans l'appartement, tu vois, tu des armoires, t'as des piles de merde de chats. Enfin, Oh là là. il y a des trucs assez ouf. Et du coup, moi, j'étais vraiment confronté à que ça. Tu vois, je suis tombé sur des cadavres dans des logements parce qu'il y avait des procédures, notamment procédures de logement abandonné. Quand t'as pas de nouvelles de ton locataire, bah, t'engages une procédure. Bah, toi, tu rentres dans le logement et bah, t'as pas de nouvelles de ton locataire. Bah, ouais, c'est parce qu'en fait, le locataire, ça fait 6 mois qu'il est mort dans le logement, par exemple. Ça, j'ai été confronté, je l'ai vu, et je l'ai fait. Donc, on a vraiment été confronté à tout. Et du coup, moi, ma vision était un peu biaisée dans la mesure où, effectivement, dès que tu me parlais locatif, j'étais en contact avec des investisseurs qui avaient 5, 10, 15, 20, 30 biens immobiliers dans leur patrimoine. Moi, je voyais que le mauvais côté. Et à partir du moment où on a mis en place cette activité d'administrateur de biens et de gestion locative, là, j'ai commencé à voir effectivement des gens qui avaient des mêmes patrimoines, 10, 15, 20, 30 biens immobiliers, et de voir quand tu fais ton petit calcul à la fin, ah ouais, lui, il touche bien quand même à la fin du mois. Et c'est là où tu te dis, voilà, moi j'avais quand même cet immobilier qui résonnait en moi parce que dès Ouais, qu'on tu voyais. entend parler d'investissement, quoi qu'il en soit, tout de suite c'est l'immobilier qui revient et je m'intéressais un petit peu à l'immobilier de loin. Mais c'est là où j'ai commencé à me dire, bah ouais, c'est bien, tu maîtrises ton sujet, tu connais tout, bah, plutôt que de gérer le patrimoine des autres, commence à te constituer un patrimoine. Et donc j'ai mis comme ça un petit peu la main à la pâte. J'y suis allé assez prudemment parce que j'ai quand même un profil d'investisseur plutôt prudent. Et puis j'ai acheté comme ça quelques lots les uns après les autres, sans aujourd'hui avoir un patrimoine qui est monstrueux. Parce que j'ai eu des entrées, j'ai eu des sorties. Et voilà, mais plutôt prudent et plutôt faire un bon investissement que de chercher tout de suite à des projets trop gros. De toute façon, j'avais pas le temps. J'avais une activité professionnelle qui était très remplie. J'avais pas le temps de gérer des rénovations de bâtiments entiers, etc., Ouais. etc. Puis l'aspect travaux, c'était également le truc que je maîtrisais peut-être un peu moins. Tout l'aspect juridique, montage de dossiers, fiscalité, comptabilité, tout ça, je maîtrisais. Et j'accompagnais également plein d'investisseurs immobiliers, des marchands de biens sur plein d'aspects pour les accompagner sur tout le volet juridique. Donc tout ça, voilà, c'est des choses que je maîtrisais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans l'investissement immobilier. Pour l'instant, j'ai eu des petites galères comme tout le monde avec Ouais. voilà des petites fuites d'eau, des petits trucs mûches, mais pas de gros soucis particuliers, quoi. Bon, et du coup, tu t'es retrouvé comment, coach, Green Bull? Là, c'est parce que c'est un moment que tu y es, ça fait 3 ans, non? Je crois que j'y suis rentré en février 2021. Donc ouais, ça va Ouais, faire 4 ans. 4 ans, Ouais, tu vois. ouais, ouais, c'est à peu près au même moment où j'ai eu mon petit garçon. Et comment je suis rentré en tant que coach dans Green Bull? J'avais contacté Yann Darwin sur les réseaux. Et à l'époque, il m'a justement, on avait échangé. Il m'avait dit qu'il cherchait à faire une vidéo immersive parce qu'il faisait beaucoup de vidéos YouTube sur des formats, voilà, découverte de profession dans le cadre de l'activité immobilière. Et il cherchait à faire une vidéo immersive chez un huissier de justice. Et du coup, il est venu chez moi dans mon étude. On a fait une vidéo qui est disponible sur YouTube. Tu tapes Yann Darwin, huissier, tu tomberas sur la vidéo. Et c'est comme ça que du coup, j'ai pris contact avec Yann et avec ses équipes. On a fait la vidéo, ça s'est bien passé, le feeling est bien passé. Et peu de temps après, j'ai été de nouveau en contact avec ses équipes et ils m'ont dit qu'ils cherchaient un nouveau coach.
Et du coup, moi, ce qui était intéressant avec mon profil, c'est qu'il y avait déjà 4 coachs qui étaient en place. Isis, que tu as reçu sur ton podcast, qui était Ouais. vraiment spécialisé sur la gestion des plannings, gestion des locataires, etc., etc. Vraiment la force tranquille du groupe. À l'époque, Léo, qui était coach, qui était spécialisé dans tout ce qui était vraiment Ouais. division foncière, urbanisme. Philippe, spécialisé dans la fiscalité, comptabilité. Et Michael, Travaux. qui est Michael est spécialisé sur le très volet travaux. travaux. Et moi, avec ma casquette de professionnel du droit, de juriste, je venais apporter de nouvelles compétences qui étaient effectivement toute cette maîtrise de la législation, de la réglementation et de l'aspect du droit, où finalement c'est un petit peu aussi le quotidien d'un investisseur avec ton locataire, il te dit qu'il a un préavis réduit de 1 mois, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, comment ça se passe, etc., etc. Tu as une porte d'entrée qui déconne, qui doit payer le locataire ou le propriétaire, etc., etc. Donc finalement tout est un peu indirectement relié à une règle de droit. Et c'était mon cœur de métier. Et du coup, ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresserait de rentrer en tant que coach? J'ai tout de suite accepté parce que c'est pareil, moi, dans mon caractère, j'ai toujours aimé transmettre. J'ai accompagné des huissiers stagiaires pour les accompagner, pour passer leur examen, etc., etc. J'ai toujours aimé accompagner et transmettre et apprendre aux gens, parce que je trouve que quand tu veux apprendre quelque chose à des personnes, ça nourrit les deux. Parce que moi, forcément, on va me poser une question que je m'étais pas forcément posée. Je vais aller faire des recherches pour trouver la bonne réponse. Et du coup, ça va m'alimenter et ça va me challenger. Ça va me permettre de me tenir à jour également de la réglementation, des normes fiscales, juridiques, etc., etc. Et donc, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'ai accepté et c'est comme ça, voilà, que j'ai rejoint l'écosystème Green Bull en tant qu'expert consultant sur les volets juridiques et que je les ai intégrés en tant que coach. Ok, bon, parfait. Après, moi, je peux noter aussi la qualité de tes interventions. Donc après, c'est pas pour faire de l'autopub à la Green Bull, c'est que en fait le monde de la formation immobilier comment dire, se cannibalise, se restreint. Et en fait, on voit quand même émerger. Après, on aime, on n'aime pas l'infoprenariat, le Yann, machin ou quoi. Mais il y a quand même un consensus. Quand moi j'en discute un peu à droite et à gauche, il y a quand même un consensus qui montre la qualité de l'accompagnement. Et je mets de côté Yann Darwin parce que maintenant, il Ouais. est peut-être dans un mode pilotage, hein, pour être plutôt sympa. C'est plutôt les coachs, moi, qui font quand même l'académie. Et je pense qu'il en est très conscient parce que je pense que c'est une personne qui sait faire. Mais c'est la qualité des coachs, quoi. Après, moi, je le vois et ça n'a pas baissé. Parce que tu pourrais te dire au fur et à mesure des années, moi, j'ai pas fait partie des premiers, mais quasiment, et ça a pas baissé. C'est-à-dire, puis bon, nous on a échangé en off, j'ai pu voir aussi ta qualité aussi de retour. Donc voilà, bon, j'arrête l'autopub Green Bull, c'est pas l'objectif, mais c'est au moins de le dire parce que souvent les gens ils disent il y a des mythes, des légendes. Il n'y a pas de mythe ou de légende. C'est de l'humain et de la compétence. Et c'est ce que moi je trouve qu'il y a avec les coachs. Yann, j'ai jamais discuté avec lui, donc voilà, je loue sa compétence de vous avoir regroupé, mais mis à part ça, je le connais pas. Mais t'as raison, c'est Voilà. ça qui est super important, c'est d'arriver à constituer une équipe avec chacun son Ouais, c'est domaine ça. d'expertise, parce que quand tu veux vendre de la formation et de l'accompagnement, de démontrer, enfin, après, il faut quand même une dimension marketing. Si tu veux créer une boîte de formation d'accompagnement, faut que tu sois bon en marketing, que tu te crées une communauté, que tu Ouais, mais fasses venir les gens chez ça, toi. Green Bull, ils savent le faire maintenant. Je veux Voilà. dire, il y a pas de Mais sujet. ça, faut le faire. Et ça, le montrer par l'exemple en disant, salut les gars, moi, je me suis constitué un patrimoine de 30 biens, venez, je vous montre comment faire. C'est ça qui va permettre aussi les gens de te rejoindre. Donc, c'est bien. Mais par contre, quand du coup, tu vas avoir des apprenants qui vont dire, bah oui, tu as effectivement un parc de location qui est assez intéressant, mais moi, j'ai mon locataire qui est parti sans me remettre les clés, qu'est-ce que je dois faire? Bah finalement, toi, tu sais comment calculer une rentabilité, tu sais comment évaluer des travaux, tu sais comment sourcer un bien. Mais finalement, sur plein d'autres aspects, et un aspect comme ça, si tu n'as pas été confronté, bah tu le sais pas forcément. Donc le fait d'avoir effectivement des personnes qui maîtrisent ce sujet, chacun dans leur domaine de compétences, pour leur déléguer ses compétences, bah, c'est ça qui est super intéressant. Et donc en fait, c'est effectivement tout un accompagnement qui fait que chacun dans son domaine d'expertise excelle. Et effectivement, moi, enfin typiquement, je suis pas le plus énervé, le plus acharné des investisseurs. Et même sur Calimo, on le voit, on a des gens qui ont des patrimoines incroyables. Mais par contre, effectivement, moi, mon expertise, c'est pas de démontrer, d'accompagner les gens en leur disant, je vais te montrer comment investir, choisir un bien, etc. Même si je sais le faire. Mon domaine d'expertise, c'est effectivement accompagner les gens sur ce volet juridique, parce que c'est là que je m'éclate, c'est là que j'ai les connaissances et c'est là que j'ai ma plus-value. Mais du coup, pour reprendre le fil conducteur là, du coup, on fait sans transition, on va parler de Calimo, parce qu'aujourd'hui, tu es plus huissier, tu es Non, ça toujours fait un an que j'ai coach. arrêté. Ouais.
t'as fait 1 an, et donc tu t'es mis à 100% sur Calimo. Ouais, exactement. Mais vous êtes 2. On est 2 associés fondateurs, Théophile et moi-même. Théophile qui est également issu de l'écosystème Green Bull, Ouais. qui est lui notre Théophile tech. Henry de mémoire, non? Exactement, ouais. Ouais, je vois. Bah, excuse-moi, je sais pas si vous voulez te citer, mais je pense en tout cas, c'est le nom qui me vient en tête. Ok, Ouais, Théophile. non, si, ouais, c'est bien lui. Et la jeunesse de Calimo, pourquoi on a créé Calimo, c'est que bah moi, avec mes investissements, je cherchais un logiciel pour pouvoir les gérer. J'en ai essayé 1, 2, 3, 4, 5, 36 000, et il y en a aucun qui m'allait parce qu'il y avait toujours un truc qui allait pas. Soit effectivement, tu pouvais gérer de l'habitation, mais tu pouvais pas gérer du commercial. Soit effectivement, tu pouvais faire des contrats de location, mais tu peux pas faire d'état des lieux, donc fallait avoir recours à une autre application. Ouais. Soit les contrats de location que t'éditais, c'était bourré d'erreurs et ça c'était tout juste impossible. Soit effectivement, enfin c'était trop cher, soit pas assez. Enfin, il y avait toujours quelque chose que j'avais à redire. Et donc dans ma tête, je m'étais dit tiens, je vais monter mon application de gestion locative. Donc j'ai commencé à me renseigner de mon côté. Je me suis dit tiens, pour monter ce projet, combien ça peut me coûter? Donc j'ai fait quelques devis en termes de développement parce que j'ai aucune compétence en développement informatique. C'était un billet de 200-300 000 euros qu'il fallait mettre sur la table. Ça Donc fait mal. tout de suite, ça m'a un peu freiné mon envie de monter ce logiciel de gestion locative. Et du coup, bah dans le cadre de mon activité de coach, etc. Un jour, il y a un post qui est publié sur l'académie avec quelqu'un qui dit salut, moi j'ai comme projet de monter une application de gestion locative. Qu'est-ce que vous en dites? Et là, je vois Théophile qui commente salut, moi j'avais la même idée, etc. Si tu veux, on peut échanger. Et moi, Théophile, je savais que c'était un développeur informatique parce qu'il avait monté un petit site qui s'appelle simlock.fr, qui est un simulateur de rentabilité qui est accessible gratuitement et sans inscription pour effectivement faire tous les calculs de rentabilité que j'utilisais. Et je savais que c'est lui qui avait créé ça. Donc, je savais qu'il était développeur. Moi, ce qui me manquait, c'était un développeur. Et du coup, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ah, salut, c'est Nico, machin. Je suis coach. Enfin, tu dois savoir qui je suis coach dans l'académie. Et lui, il était dans l'académie également. Je lui dis voilà, j'ai vu que tu avais commenté ça. Moi, j'ai ça qui me qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Voilà comment je vois les choses, etc., etc. Qu'est-ce que t'en penses? Il me dit bah écoute, je vois les choses exactement de la même manière. Vas-y, go, on se lance. Du coup, c'est comme ça qu'on a voilà qu'on a lancé la première brique de Calimo et on s'est tapé dans la main. On s'est dit vas-y, bah go, on lance le projet. Et voilà. La jeunesse de Calimo, c'est que c'est un logiciel créé par des investisseurs pour des investisseurs parce qu'on trouvait pas le logiciel qui était adapté et on veut créer le logiciel parfait pour les investisseurs. On sait qu'aujourd'hui, on n'y est pas. On va pas dire c'est le logiciel parfait, tout est génial. Nous, on y travaille et notre goal et notre ligne d'arrivée, c'est vraiment d'avoir ce logiciel pour les investisseurs immobiliers, que ce soit le logiciel parfait dont tout le monde rêve, quoi. Parce que souvent, quand on utilise un logiciel, pour tout, hein, d'ailleurs, c'est pas que dans l'immobilier, c'est tu vois la puissance d'un logiciel en cas de problème. Exemple très concret de ce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu vois, la première chose qu'un propriétaire bailleur va voir, c'est pour l'utiliser pour un problème. C'est bête, mais c'est comme ça. Le truc qui me vient en tête, c'est quand tu as un impayé. Est-ce que par exemple, en fait, quelle est, moi, en fait, la proportion de travail que doit faire le propriétaire versus le logiciel? Est-ce que c'est un outil ou, par exemple, vous mettez en place des séquences, genre, moi, Mickaël Chioto, j'ai un impayé, au bout de 2 mois, j'appuie sur un bouton et il y a un truc qui se déclenche, ou c'est une aide en disant, bah, tu vas devoir en voir un courrier. Est-ce qu'il y a, comment, en cas de problème, alors, je parle d'impayé, mais ça peut être, je sais pas, moi, ça peut être plein de choses, hein. D'ailleurs, si tu as des use cases un peu à nous dire que fait Calimo, c'est intéressant en cas de problème, parce que c'est souvent ça où tu vois la puissance d'un logiciel et ou de l'accompagnement. Ouais. Bah, tu vois, typiquement, là, exactement pour les impayés, dans l'état actuel des choses, pour l'instant, c'est plus de l'accompagnement en te disant, il va falloir que tu fasses ça, 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 ça. Mais vers là où on tend à aller, c'est effectivement tout gérer pour toi. Là, encore une fois, on a une solution qui est récente, hein. Calimo, on s'est tapé dans la main avec Théophile, c'était en novembre 2022. Donc, ça fait un petit peu plus de 2 ans. Et on a mis en place notre première version en ligne, qui était notre version test en janvier 2024. Donc c'était il y a 1 an tout pile qu'on lançait notre première version bêta en ligne. Donc là, depuis, on a parcouru énormément de chemin et on a plus de 3000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Pourquoi ça a pris autant de temps entre 2022 et 2024? Tout le développement. Tout le développement, c'est là. Parce que lui, il bosse, pardon, Théophile, il bosse à côté? Ouais. D'accord, non mais bon, ça s'explique. Ouais, mais même, il passe un temps fou. Et l'immobilier, c'est pareil, on voulait pas non plus lancer c'était pour lancer un logiciel qui te fait uniquement un contrat de location. Ça n'avait pas grand intérêt parce qu'aujourd'hui, tu en as déjà plein qui te le font. Tu as même des modèles de contrats qui circulent sur Internet, bien qu'il y en a beaucoup qui contiennent énormément d'erreurs. Mais on voulait quand même un truc qui soit assez complet.
Et la difficulté de l'immobilier, c'est que ça part dans tous les sens. T'as un espèce de tronc commun, et après t'as un arbre avec 1000 branches, parce que tu vas avoir des cas spécifiques à la location nue, avec des délais qui sont propres, avec de la réglementation qui est propre. Pareil pour la location meublée. Après, t'as la colocation en bail individuel, en bail collectif, le bail étudiant en colocation, le bail mobilité, la location civile, la location commerciale, la location professionnelle, le bail dérogatoire, la location, enfin, t'as 1 milliard de trucs. Après, t'en as perdu beaucoup, là. Si t'es en zone tendue, tu peux être soumis à l'encadrement des loyers. Donc, pour le même bien, en fonction de la partie géographique où tu te trouves, en fait, t'as un espèce de tronc commun, mais ça part dans tous les sens. Et vu qu'on a quand même des gros objectifs avec Kalimo et de la grosse ambition, on s'est dit on veut quand même construire des bases solides. Donc c'est pour ça qu'on a mis 1 an à sortir la première version, avec effectivement le fait de pouvoir faire des états des lieux, le fait de pouvoir automatiser, simplifier et tout ça. Ça a mis un petit peu de temps à voir le jour. Ok. C'est quoi les features aujourd'hui qui marchent, qui roulent, qui sont actives? Genre là tu parlais d'état des lieux. Moi je suis propriétaire bailleur. Je mets en location, donc est-ce que je peux mettre les annonces, ça les envoie vers les sites, ou ça c'est indépendant, ou est-ce que tu peux récolter les comment on appelle ça, les dossiers locataires, parce que t'as aussi des logiciels. En fait, ce qui est bien, c'est que t'as quand même des logiciels, t'as dossier facile quand même fait, parce que c'est une agence d'État, donc t'as quand même 2-3 trucs, mais c'est pas synthétisé, synchronisé dans un même endroit. C'est ça qui est usant en fait, c'est que dans l'investissement immobilier, t'as plein de choses, tout est compartimenté, mais t'as pas un truc global qui te permet d'avoir un dashboard complet. Et c'est ça qui est usant. Donc, est-ce que vous l'avez réfléchi un peu comme ça, genre annonce, dossier locataire, commercialisation, gestion comptable? Parce que ça aussi, envoyer au comptable aussi, tu vois. Dites-nous un peu les features qu'il y a d'aujourd'hui et peut-être de demain. Ouais, bah tout ça. Aujourd'hui, on a une version qui est pas la version définitive, parce que t'as jamais de version définitive. C'est comme quand tu fais des travaux chez toi, t'as fini une pièce, t'attaques l'autre parce que finalement la couleur te plaît plus. Mais donc du coup c'est pareil. Kalimo sera toujours en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, on est sur une version finalisée entre guillemets. On a effectivement toutes ces features. Après, on est également confronté à une problématique qui est le coût, qui est également important quand tu veux vendre un abonnement à quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, on fonctionne avec un système d'abonnement. Tu peux pas, enfin, t'as forcément un prix plancher, un prix auquel l'utilisateur est prêt à payer. Ouais. Aujourd'hui, Kalimo, on a plein de fonctionnalités qui sont super cool et qui fonctionnent très bien. Typiquement, on a un partenariat avec Dossier Facile, donc on est partenaire de l'État et on est en train d'implémenter Dossier Facile dans Kalimo. Et nous, ce qu'on veut avec Kalimo, c'est que l'utilisateur qui soit sur Kalimo, il n'ait pas besoin de sortir de Kalimo, qu'il puisse tout faire sur Kalimo. Donc typiquement, par exemple, déjà pour les candidatures, c'est le cas. Quand tu vas avoir demain un bien à mettre en location, tu vas faire comme tout le monde, tu vas mettre ta petite annonce sur Le Bon Coin, et là tu vas être assailli de demandes un peu de partout. Tu vas avoir des fois des trucs par WhatsApp parce que tu as des locataires qui vont t'envoyer par WhatsApp, d'autres par email. Tu vas lui demander les pièces de son dossier, il y en a un qui va t'envoyer 10 emails avec 10 pièces jointes. C'est un peu la cata. Et nous, on a créé du coup un petit module de candidature où tu vas pouvoir inviter, enfin un module de candidature où tu vas pouvoir inviter les gens à postuler directement depuis Kalimo, et donc ils vont renseigner tous leurs éléments. Leur état civil, leur situation professionnelle, le montant de leur revenu, leur ancienneté, le type de garantie qu'ils te proposent, soit Visal, soit les parents, etc., etc. Et ils vont candidater directement sur Kalimo. Et toi, toutes tes candidatures sont centralisées. Du coup, tu as un petit tableau où tu as tout le monde, et qui te permet de voir d'un seul coup d'œil les différences de salaire, les différences d'ancienneté, les personnes, etc., etc. Et on a créé un algorithme qui vient te calculer tout ça, les éléments qui ont été renseignés par les candidats, qui vient les calculer par rapport au montant de ton loyer, de ton bien et de plein de paramètres, et qui vient attribuer un indice de confiance basé de 1 jusqu'à 5. Et comme ça, d'un seul coup d'œil, quand tu te connectes sur Kalimo, tu vas voir 10, 15, 20, 30, 50 candidatures. Plutôt que de passer une demi-journée à tout regarder, bah, tu vas pouvoir voir qu'effectivement, lui, il a une note 1 sur 5. Donc déjà, tu peux l'évacuer. Lui, il a une note 5 sur 5. C'est bien, tu le mets de côté. 5 sur 5, c'est bien. Tu vas pouvoir comme ça te focaliser uniquement sur certains profils et après aller vérifier les pièces qui t'ont communiqué. Et là, Dossier Facile, on est en train de l'intégrer. On a mis en place ce partenariat avec Dossier Facile pour pouvoir effectivement vérifier et certifier que les dossiers locataires, qu'on ne prenne pas des pièces qui sont falsifiées. Ça, nous, on peut pas le faire en interne. C'est quasiment impossible. Il n'y a rien qui existe sur le marché pour le faire. En plus, donc, du coup, on a ce partenariat. Ils ont des API qui facilitent. Ils sont même demandeurs, hein. C'est-à-dire ils ont des API qui facilitent. Donc du coup, je pense qu'ils sont même preneurs de vos genres de solutions pour. Ouais. En fait, ils mettent pas de frein, quoi. Hein. Ça, non, voilà. Donc ça, Dossier Facile, c'est en cours d'implémentation chez nous. Tu peux candidater sur Kalimo et après, ça va te faire toutes les fonctionnalités dont tu as besoin toi en tant que propriétaire bailleur, mais ultra simplement. Un contrat de location, tu vas pouvoir l'éditer en 3 clics. Un contrat de location qui est complet, qui est adapté, qui est fait sur mesure, qui est certifié, qui a pas d'erreur. On va également t'accompagner pour tout ce qui va être régule de charge.
Pareil, ça se fait en quelques clics. Tes indexations de loyer, ça se fait en quelques clics. L'état des lieux, on a créé un module d'état des lieux qui tu peux faire avec ton mobile où tu vas pouvoir mettre des photos, détailler ultra simplement ton logement et il va avoir un état des lieux comme ça qui est incontestable et ultra détaillé. Tu vas pouvoir également synchroniser ton compte bancaire. Quand tu synchronises ton compte bancaire, Calimo détecte automatiquement le paiement de ton locataire. Ça te l'affecte en comptabilité. Tu peux lui envoyer automatiquement la quittance. Et après, on a mis plein de paramètres qui sont automatisables. Tu peux, par exemple, également automatiser l'envoi d'avis d'échéance. Si tous les mois, tu veux envoyer un courrier à ton locataire pour l'avertir qu'il doit payer telle somme, tu peux le faire ou ne pas le faire, c'est au choix. Tu peux paramétrer également plein d'alertes. Si tu veux être averti dès que tu as un paiement de ton locataire, tu peux sélectionner ça, tu reçois un petit email en te disant vous avez reçu le loyer de tel locataire. Si tu veux, par exemple, automatiser le fait de faire des relances pour ton locataire, il t'envoie l'attestation d'assurance annuelle, tu peux le faire. Enfin, tu peux vraiment paramétrer plein de choses et là-dessus, tout est déjà opérationnel. Les Et annonces, c'est un ouais, sujet qu'on voulait mettre en place. Les annonces Le Bon Coin, j'ai eu des rendez-vous et des rendez-vous et des rendez-vous avec Le Bon Coin. Le problème, c'est que c'est horriblement cher. Tous ceux qui nous écoutent, qui sont professionnels de l'immobilier, le savent. ouais. Les annonces Le Bon Coin, après, le prix varie en fonction de la volumétrie que tu prends chez eux. Mais nous, pour une annonce, on était quasiment à 100 euros. Donc, autant dire que le prix de nos abonnements chez Calimo, le prix de nos abonnements pour utiliser Calimo avec un seul bien, c'est totalement gratuit. Et à partir de 2 biens, tu es à 4,90 € en formule mensuelle par bien, jusqu'à 7 biens. Et à partir de 7 biens, tu es en formule illimitée à 29,90 € par mois. Donc, tu vois, c'était sur des sommes qui sont quand même relativement modestes. Donc, on pouvait pas prendre, nous, à notre charge Bah oui. le montant de publier une annonce, sinon on n'était pas du tout rentable. Et on a fait des enquêtes auprès de nos utilisateurs. Et toi, en tant qu'utilisateur, quand tu vas publier toi-même avec ta petite main une annonce sur Le Bon Coin, c'est gratuit, jusqu'à trois photos. Puis après, tu peux payer pour prendre des options pour remonter dans le classement, etc. Mais tu bénéficies d'une option gratuite qui est quand même plutôt satisfaisante. Et nos utilisateurs étaient pas du tout prêts à payer une telle somme pour paramétrer des annonces. Donc du coup, ça, on a évincé ça de côté. C'est quelque chose qu'on garde en tête et qu'on essaye de trouver un autre moyen de le faire. Mais ça, typiquement, on l'a pas fait pour des raisons économiques. Que par rapport au montant de notre abonnement, c'était pas du tout viable économiquement. Et nos utilisateurs étaient pas prêts à payer en supplément une telle somme pour l'incorporer. Ok, non mais très complet. Et la question, moi, qui est un peu, est-ce que les professionnels, les gestionnaires locatifs, vous les adressez? Aujourd'hui, non. On a beaucoup de demandes sur le sujet parce qu'on Ouais, a beaucoup de nos utilisateurs qui nous utilisent à titre personnel et qui veulent nous utiliser à titre professionnel. ouais, Donc là, on est en train de mettre en place une version bêta test pour les professionnels de l'immobilier. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui veulent tester et nous accompagner sur effectivement la version test de ah ben la moi déjà, version, ouais, voilà, la version je peux, professionnelle, je peux te on est dire. en train de construire et d'adapter sur mesure. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, mais c'est effectivement quelque Ouais, chose sur lequel on va se développer. ok. À court, moyen, long terme, c'est quoi un peu là? Tu peux On aimerait bien dire. le mettre en place dans le courant de l'année. C'est l'objectif 2025, de développer cette version professionnelle, sachant qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de features et de fonctionnalités qui fonctionnent. Simplement, dans l'architecture actuelle de Calimo, Ouais, c'est une relation bailleur-locataire. Et du coup, ouais, il faut c'est pas arriver à pareil. intégrer ce professionnel de l'immobilier au milieu, qui va facturer ses honoraires, et que par exemple son nom apparaisse sur le contrat de location pour Ouais. justifier sa présence, qu'il puisse effectivement gérer, faire les quitancements en masse, etc., parce Les que tickets travaux. Gérer ouais, tickets travaux, tickets SAV, tickets clients. En ouais, fait, voilà. j'appelle ça des tickets, mais parce que je pense que toi tu me comprends. Mais en gros, c'est les messages travaux, les remontées travaux des locataires, à Ouais, charge il y a qui, plein. propriétaire, locataire. C'est Donc il y a plein de petits trucs, même si aujourd'hui, par exemple, une version pro, ça serait fonctionnel dans plein d'aspects, mais pour qu'on ait un truc vraiment pertinent et efficace, et ça c'est aussi un de nos traits de caractère, ça peut être une qualité comme un défaut. On est assez perfectionniste et on veut vraiment aller au bout des choses. Donc on est en train de travailler là-dessus et il y a plein de petits trucs à rajouter, mais voilà, c'est quelque chose qu'on veut et qu'on va mettre en place. ok. Juste, tu as un peu de données, de data à donner, un niveau chiffre, Calimo, sur ce que tu peux communiquer, ce que tu veux communiquer en termes de nombre d'adhérents, bon, chiffre d'affaires, je sais pas, mais en tout cas en termes de d'adhérents ou de clients. C'est quoi Calimo au début? Aujourd'hui, vous en êtes où? Et ce que vous espérez peut-être plus tard? Ouais, au tout début, il y a 1 an qu'on a mis notre version bêta sur le marché. Calimo, c'était 15-20 utilisateurs qui avaient Ouais, créé leur compte sur Calimo. Aujourd'hui, on en a plus de 3000 comptes qui ont été créés sur Calimo. C'est plus de 1 400 000 € de loyers qui sont gérés tous les mois. Alors Calimo, les loyers transitent pas par nous, hein. C'est les loyers ouais, qui sont gérés par nos utilisateurs. On fournit
Calimo, on fait pas de la gestion locative déléguée. C'est-à-dire que c'est pas nous qui nous occupons de la gestion locative de nos utilisateurs. On leur fournit l'outil pour qu'ils puissent le faire, mais on leur fournit également l'accompagnement. Ce qui est une grande force de Calimo, c'est que vous avez des équipes qui vous assistent 24/7 dans l'utilisation quotidienne de votre gestion locative, que ce soit sur des aspects techniques liés à l'utilisation de Calimo. Je veux faire une révision de loyer, j'ai pas trouvé comment on faisait, est-ce que vous pouvez m'aider? Bien évidemment. Ou que ce soit sur des questions comptables, fiscales, juridiques, tiens, je veux rompre mon bail, je sais pas comment faire. Du coup, on va accompagner l'utilisateur qui peut nous contacter soit par chat, soit par téléphone, soit par email, soit par notre groupe Facebook. Ça, c'est compris dans le Tout est compris dans l'abonnement, ouais. Qui peut réserver des créneaux en visio, puis on l'accompagne pendant 15-20 minutes. On lui explique que voilà, s'il veut rompre son contrat avec son locataire, il est en bail nu, il a un préavis de 6 mois, etc., etc. On lui dit, du coup, dans Calimo, faut que vous fassiez comme ça. Mais on l'accompagne également sur le volet juridique et fiscal. Fiscal, par exemple, il a changé la porte, enfin, il a fait des travaux, il veut savoir si c'est récupérable sur le locataire, défiscalisable en fonction de son statut et LMNP, revenus fonciers, etc., etc. On l'accompagne également sur ça. Donc, on a vraiment voulu à la fois créer l'outil et l'accompagnement, mais on fait pas la gestion locative. Donc, c'est l'utilisateur qui fait sa gestion locative lui-même. Mais voilà, c'est aujourd'hui à date plus d'1 400 000 € de loyers qui sont générés tous les mois sur Calimo. On a beaucoup d'utilisateurs qui nous utilisent avec un bien sur la version gratuite. Notre plus gros utilisateur a 232 biens. Donc on est vraiment adapté et on a énormément d'utilisateurs qui ont 10, 15, 20, 30, 40 biens. Mais notre plus gros, qui est un particulier, parce qu'on n'est pas encore sur la version pro, a 232 biens. Donc en fait, on s'adresse vraiment à tout type de personnes. Et on a également des gens qui nous utilisent parce que c'est des investisseurs un petit peu semi-professionnels. D'autres parce que c'est des gens qui ont voulu investir comme ça. D'autres, c'est de la gestion familiale. Ils ont un appartement à eux. Et leurs parents ont également un appartement. Et du coup, ils ont tout mis sous le même compte de Calimo. Parce que c'est possible, tu peux créer autant ce qu'on appelait des profils bailleurs. Par exemple, si demain, tu as 2 biens en SCI, un bien en indivision, un bien en LMNP, tu peux tout mettre sous le même profil de Calimo. Donc, on a des gens qui l'utilisent. Ils ont un profil qui va être ceux de leurs parents et un profil qui va être le leur. Et ils ont comme ça 3-4 biens à gérer. Ils ont tout centralisé. C'est ultra simple. Et ça fonctionne très bien. Bon, écoute, j'avoue que je pense que ça va donner des idées à beaucoup. Et je sais que je t'en avais parlé, mais je sais pas si tu as pu y travailler. J'aimerais un code promo pour le grenier. Est-ce que tu pourras me le dire un peu en off ou avec Théophile ce que vous pouvez faire pour le grenier, qu'on le mette en description quand le podcast sera sorti? On peut offrir un mois d'abonnement à tes utilisateurs. On fera un code promo. Tu me diras qu'est-ce qu'on met exactement comme code promo. Ça peut être le grenier tout attaché, par exemple. Mais voilà, effectivement, ça permettra à tes utilisateurs de bénéficier d'un mois d'abonnement gratuit. Sachant que tous les gens qui s'inscrivent sur notre plateforme, ils peuvent nous utiliser avec la version gratuite pour un bien, qui est une vraie version gratuite. C'est pas une version dégradée où tu as accès qu'à la moitié des fonctionnalités. C'est une vraie version gratuite où tu peux tout faire. Genre premium, 3 features sur 4. Non, voilà, exactement. Version gratuite, tu peux tout faire. Après, les seules fonctionnalités qui sont payantes en supplément chez nous, ça va être la signature électronique, parce qu'on passe par un prestataire extérieur, qui est un organisme certificateur qui vient attester que ta signature électronique, elle est conforme à la réglementation européenne. Parce qu'on est également partenaire La Poste, et que tu peux envoyer tes recommandés directement depuis Calimo. Tu veux envoyer une mise en demeure à ton locataire parce qu'il t'a pas payé, ou tu veux récupérer ton bien et lui donner congé pour résilier le bien, tu peux envoyer tout ça depuis Calimo en recommandé. C'est pas un recommandé électronique via une plateforme, c'est un vrai partenariat avec La Poste. C'est imprimé, mis sous pli par La Poste, et le facteur se déplace avec son petit fourgon jaune. Il va sonner chez le locataire et il lui délivre en main propre. T'as ton recommandé, t'as tout. Donc ça, bien évidemment, un recommandé, ça coûte 8 € et quelques, parce que du coup, il y a le coût de l'impression, de l'édition, de la mise sous pli et de l'affranchissement. Quand on vend un abonnement à 4,90 € pour un bien, on peut pas nous prendre à notre charge le montant du recommandé. Donc ça, voilà, il y a la signature électronique, le recommandé à mettre en supplément. Mais voilà. Et la signature électronique, vous la facturez combien? On est à 2,90 € pour la signature d'un document, quel que soit le nombre de signataires. Donc ça, faut faire attention, c'est pareil. Signature électronique, des fois, il y en a, ça va être 1,10 € par exemple, mais 1,10 € par signataire. Donc, tu as le bailleur, tu peux avoir le locataire 1 et le locataire 2 parce que tu as un couple, tu vas vite arriver à plus de 3 €. Donc nous, pour éviter de partir dans des considérations comme ça, on s'est dit on fait un truc simple, c'est 2,90 € par document, quel que soit le nombre de signataires. Bon, en tout cas, de toute façon, on va mettre tout ça en description et on va mettre un petit code promo pour les auditeurs du grenier. Mais écoute, moi, je pense qu'on a quand même fait un sacré tour, mon cher Nicolas. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu veux que peut-être on aborde, que j'ai pas pensé à aborder, où on a déjà fait le tour et que c'est bon pour toi? Non, après, de toute façon, moi, je pourrais te parler comme ça pendant 10 heures de l'immobilier, d'investissement immobilier, de gestion locative. Il y a tellement de sujets divers et variés. On pourrait en parler pendant des heures. Et moi, je suis passionné d'immobilier, passionné de droit.
Donc c'est vraiment des choses qui sont, enfin sur lesquelles voilà, on pourrait discuter pendant des heures. Et voilà, bah tous ceux qui veulent venir nous essayer, venez avec grand plaisir. Voilà, de toute façon, c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'on retrouve nulle part, mais on est garanti satisfait ou remboursé pendant 6 mois. C'est-à-dire que la personne qui vient chez nous et au bout de 4 mois nous dit bah finalement Calimo ça correspond pas à ce que je cherche et ce que je veux, et ben on lui rembourse son abonnement pour la période d'utilisation. Et on fait également les migrations gratuites. Ça, on sait qu'on a beaucoup d'utilisateurs, c'est un peu le pain point, le point de douleur où les gens nous disent bah moi j'ai la flemme de changer de logiciel, je suis chez un tel, j'en suis pas forcément satisfait, mais j'ai pas envie de migrer mes données. On fait la migration gratuite de toutes les données. Donc ça c'est très simple, vous prenez attache avec nos équipes et on vous explique comment on fait et on s'en occupe de tout gratuitement. Magnifique. Bah écoute, j'espère que Calimo va grossir. En tout cas, c'est ce que je souhaite, hein. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que voilà, l'enregistrement, le podcast vous a plu. N'hésitez pas à aller voir Nicolas et son équipe avec Théophile. Donc voilà. Vous êtes combien là chez Calimo pour le moment? 2, 3, 4, 5, 6 Avec toutes les équipes, Ouais. on est 6. Ok, bon. Allez voir tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à nous faire un retour sur l'épisode et allez voir Nicolas en direct aussi. Et ben moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner de partout, hein, sur YouTube, sur le Spotify, sur Apple Podcast. On est de partout. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Merci, salut. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualité sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a 2 formats, l'accompagnement et le clan. Donc je vous dis à très vite. Ciao.